Mounir. Voilà, on peut l'applaudir. Mounir Lagoun. Salut, bienvenue. Je t'en prie. Alors, il y a un micro qui est là. Donc, cofondateur, CEO de Finary. Donc, Finary, c'est, on va en parler. On va parler de fintech évidemment. Et ma première question pour comprendre ce que fait Finary. Merci d'être avec nous déjà, Mounir. Comment Finary envisage d'accompagner la montée en compétences financières des Français grâce aux technologies émergentes et aussi grâce, parce qu'il faut le dire, je pense que vous êtes. Est-ce que d'ailleurs, tiens, levez le bras ceux qui connaissent Finary. Pas mal. Voilà, pas mal. Franchement, Parce que c'est une belle communauté, il faut le rappeler quand même. On peut vraiment te féliciter là-dessus. Nous expliquer un peu comment, justement, tu as créé cette communauté et voilà ce que fait Finary. Alors écoute, Finary, c'est déjà merci de me recevoir. C'est ma première fois aux Vieilles Charrues, donc ravi de participer. Finary, c'est une boîte que j'ai créée par frustration. Et tu vois, on dit souvent les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui vont résoudre leurs propres problèmes. Et ben moi, il y a quelques années, j'étais hyper frustré par mon gestionnaire de patrimoine. Je trouvais que nos intérêts n'étaient pas alignés. Lui, en fait, il me vendait des produits sur lesquels il était commissionné. Donc il y avait un désalignement d'intérêts qui était évident. Ça, c'est le premier problème. Et l'autre problème, c'est que je ne voyais pas vraiment de technologie dans ma façon de travailler avec lui. C'était très manuel, il m'envoyait des rapports, il m'envoyait des Excel. Et donc, j'arrivais pas à avoir une vue globale de mon patrimoine. Et donc, j'en ai eu marre. Et avec un ami qui s'appelle Julien, qui est devenu mon associé, on a créé un dashboard, en fait, qui remplace l'Excel que beaucoup de gens maintiennent ou maintenaient à l'époque. Et donc, ça te permet d'avoir la vue globale de ton patrimoine. Et en fait, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc, tu dois suivre ton patrimoine pour commencer à l'améliorer et donc atteindre tes objectifs. Donc, c'est vraiment le point de départ. Et donc, avec Finary, on automatise cette partie-là. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment de devenir la plateforme tout en un pour nos clients. Donc, de leur permettre de suivre leur patrimoine, mais aussi de gérer leur budget, de recevoir des conseils et d'investir directement dans les produits qui correspondent à notre ADN, c'est-à-dire transparents, avec des frais bas, très simples d'utilisation. Et donc ça, c'est une entreprise qui a 5 ans maintenant. On a 600 000 utilisateurs. On a levé une quinzaine de millions d'euros. Et on est une cinquantaine basée à Paris. Et alors justement, aujourd'hui, nous tous Français, voilà, il y a deux domaines où on est très enfin de la famille, etc. Mais c'est le domaine de la santé, le domaine de la finance. Et dans les deux cas, on veut qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la confiance. Comment tu réussis avec Finary justement à faire transmettre avec une jeune entreprise, voilà, qui vient, je ne vais pas dire défier, mais qui vient se mettre en parallèle d'équipements, parce qu'on continuera à avoir besoin des banques traditionnelles, des assurances traditionnelles. Mais comment justement tu crées ce lien de confiance? Comment tu garantis à tes clients, ta communauté, ce côté de transparence? C'est un excellent point. Donc moi aussi, j'aimerais poser une question au public. Combien de gens, enfin les gens qui connaissent le nom du PDG de la Société Générale, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Voilà. Pourtant, est-ce que les gens qui sont clients de la Société Générale maintenant peuvent lever la main? Ah, on est en Bretagne aussi, il y en a un peu moins. En tout cas, la Société Générale, c'est une entreprise qui inspire confiance. Je pense que si je vous dis est-ce que vous voulez devenir client, vous n'allez pas me dire j'ai peur de perdre mon argent. Donc la Société Générale, le fondateur, il s'appelle Napoléon III. Donc c'est très dur d'aller défier ce genre d'institution parce qu'ils ont une confiance qui est acquise par leur historique. Et donc moi, j'ai décidé de venir Par contre, il n'y a pas de visage. On ne sait pas qui est derrière ces entreprises. Et donc moi, j'ai décidé de venir en opposition à ça, non pas en opposition aux banques, mais plutôt de jouer avec mes avantages, c'est-à-dire que moi, personne ne me connaissait, donc j'ai décidé de montrer qui j'étais, de montrer ce que je pensais, et ça, je l'ai fait via beaucoup de canaux, et il se trouve que le canal que j'ai vraiment réussi à craquer et qui a fait le succès de Finary, c'est YouTube, et donc aujourd'hui, on a la plus grosse chaîne YouTube de finance en France. On fait une dizaine de millions de vues par mois, de façon organique, et ça crée une confiance qui est dingue. Tu vois, là, en arrivant, il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient lu mon livre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui crée c'est un actif en fait, et donc tous les entrepreneurs, à mon sens, devraient jouer de cet avantage qui est que ils ont une liberté de parole totale, et moi j'ai une liberté de parole totale, donc je dis ce que je pense, je m'affiche, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients, mais en tout cas ça nous a permis de créer un capital de confiance, et la confiance, comme tu l'as dit, c'est indispensable quand tu gères l'argent des gens. Ce qui est intelligent, c'est de passer par YouTube, qui devient vraiment, en plus, à la fois pour les jeunes générations, mais même pour les plus anciens, un canal important. Ce que tu dis aussi, c'est que la France, on est les champions du monde de l'épargne. Et c'est vrai, alors là, c'est vrai que on nous annonçait que le livret A, redescendait à 1,7. Bon, ça personne ne bouge. Par contre, on va leur annoncer que nos impôts vont, si on joue sur d'autres montants, là, ça va se rebeller. Là, et donc, ça veut bien dire quand même, on n'y connaît rien en épargne. On n'y connaît rien. Je pense que
il y a vraiment un manque d'éducation flagrant. Et on est à un stade où en fait, c'est presque criminel. Parce que je ne comprends pas comment l'Éducation nationale ou le ministère des Finances ne peuvent pas prendre ce sujet à bras-le-corps. Aujourd'hui, on va passer, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 14 ou 15 ans dans le système scolaire, en fonction de la durée de ses études. Il n'y a pas une minute qui est en fait consacrée à la gestion de son argent. C'est l'outil qui va régir tous nos rapports sociaux, c'est ce qui va nous accompagner durant toute notre vie. C'est aussi le facteur numéro 1 de stress aujourd'hui, et ça, c'est pas qu'en France, en fait, c'est dans tous les grands pays industrialisés. Donc on lâche les jeunes générations comme ça, on ne les éduque pas, et je trouve que c'est criminel, on devrait éduquer, et donc moi j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, et ce que je vois en fait, on m'a toujours dit l'argent c'est tabou, ça n'intéressera pas les gens. En fait c'est faux, ça a été décrété. C'est la santé et l'argent, hein, on va dire, voilà. Ouais, c'est en fait, il faut en parler, tu vois, il faut en parler. Donc moi j'en parle ouvertement. Voilà, je suis pas obsédé par l'argent, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est important aussi d'être fier de vouloir gagner de l'argent. C'est important d'avoir des objectifs ambitieux. Et l'argent c'est un moyen de réussir. Et tu vois, quand je vois là actuellement le débat qu'il y a autour du budget 2025, je trouve que c'est vraiment affligeant parce que on sent que le modèle arrive à bout de souffle. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient 2 jours fériés. On retient 2 jours fériés, voilà. Enfin, on en parlait, je crois, avec Ronan hier. On retient ça, quoi. On retient pas le reste. On s'est dit, ah ouais, 2 jours de congé en moins. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui ont bougé. Ce qu'on devrait faire, c'est beaucoup plus encourager l'investissement. On devrait vraiment bouger le curseur de l'épargne sécurisée qui ne rapporte rien, parce que la réalité, c'est que le livret A, c'est, tu l'as dit, 1,7, 1,8%. Ouais, actuellement, l'inflation historique en France, c'est à peu près 2,5% par an. Donc en fait, chaque année, on perd en pouvoir d'achat avec le livret A. Or, c'est le support préféré. Tu vois, surtout, ce que montrent des initiatives comme celle de Finaris, c'est que les Français sont prêts à entendre ça. Enfin, ils sont prêts à dire, et même s'ils en connaissent les risques, à prendre des risques. Hein, tout à fait. Voilà, on en prend un minimum sur l'assurance vie, on va dire pas trop quand même, mais voilà, les gens sont prêts quand même. Les gens sont prêts, et je pense que ce que je dis souvent aux gens qui font partie de la communauté Finaris, c'est ils ont vu la lumière en fait. Et une fois que tu as vu la lumière, tu peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, la finance, qui est un terme très abstrait, tu vois, il y a un président qui a dit mon ennemi c'est la finance, c'est vraiment un truc qui fait peur. Une fois que tu as compris que c'était pas si compliqué, qu'en fait la bourse c'était juste l'économie réelle, tu vois, on dit souvent l'économie réelle, mais la bourse c'est l'économie réelle, c'est juste que les titres s'échangent sur un marché, mais c'est l'économie réelle. Une fois que tu as compris les 2-3 composantes, tu te rends compte que l'espèce de lubie française qui est le placement sécurisé d'un côté et l'immobilier de l'autre, finalement c'est peut-être pas la martingale, tu vois, c'est pas la solution à tout. Si on peut basculer les quelques questions là, qui doivent commencer à apparaître en régie, Youn, si tu peux passer, je vais essayer de les lire, j'aurais bien aimé les avoir sur cet écran-là. Que penses-tu d'un basculement du système de retraite vers un modèle... tiens, deuxième question, que penses-tu d'un basculement de système de retraite vers un modèle par capitalisation ? Je pense que c'est... Du coup, on n'a pas sur YouTube, mais on a le YouTube en direct. En live. Donc, allons-y. Écoute, la semaine prochaine, je reçois un économiste qui est spécialisé dans ce domaine. Moi, je suis persuadé que c'est la seule solution. La réalité, c'est que c'est très douloureux. Et tu sais, on dit souvent qu'un politique doit maximiser sa fonction d'utilité publique. C'est-à-dire, il doit être réélu. Mais pour être réélu, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre des décisions court-termistes. Et prendre une décision comme le switch de la répartition vers la capitalisation, c'est extrêmement douloureux. Et c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont faire partie d'une génération sacrifiée. Ça, c'est impopulaire et je ne vois pas actuellement d'hommes ou de femmes politiques qui auront le courage de pousser ça. Il y a des gens qui en parlent, mais c'est indispensable. Et en fait, vu que l'État a décidé de ne pas s'en occuper, chacun peut créer sa retraite par capi, en fait. Chacun peut commencer à épargner. Question sur la finance durable. On en parle beaucoup aujourd'hui de ce modèle. Alors, on voit les entreprises y vont. Parfois, on accorde des crédits que si il y a des projets durables derrière. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Est-ce qu'il y a un peu d'hypocrisie autour de ça ? C'est dire c'est bien beau dire on est tous verts. Moi, j'ai un avis très politiquement incorrect sur le sujet. Allons-y, on est là je trouve pour que ça. l'ESG, c'est vraiment... En fait, l'ESG, on voit d'ailleurs maintenant que ça part d'une très bonne idée.
c'est passé par la moulinette des bureaucrates. Et en fait, derrière, c'est les entreprises qui souffrent parce qu'elles doivent faire des rapports incroyablement compliqués. Tous les gérants d'actifs qu'on rencontre aussi nous disent que c'est infernal à gérer. Donc je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Évidemment que je suis pour encourager les investissements durables, tu vois, pour aider, pour limiter le réchauffement de la planète. Je trouve simplement que la façon d'y arriver, l'ESG, ou les investissements de ce genre ne sont pas clairs, sont pas excellents. Et nous, on voit vraiment un réel désintérêt. Aujourd'hui, on a quand même 600 000 patrimoines sur la plateforme. On voit que ça intéresse quasiment personne, en fait. Parce que quand on dit aux gens, vous voulez gagner de l'argent ou vous voulez faire de l'ESG, ben, les gens veulent gagner de l'argent. Et ça, c'est pas vraiment une surprise. Et donc, alors après, il faudra un peu faire bouger nos mentalités. Il faudra faire bouger nos mentalités. Mais en fait, moi, mon point de vue, c'est de dire, mais rendons les entreprises qui veulent changer la planète rentables, en fait. Et faisons-en des investissements géniaux pour la planète. Et donc, je suis hyper optimiste sur ça. Et donc, je suis un technophile convaincu. Je pense qu'il faut investir massivement dans la technologie. Mais je ne pense pas qu'il faille contraindre comme ça avec un truc comme l'ESG, avec plein de labels qui sont très difficilement lisibles. Et finalement, ça crée plus de contraintes. Et moi, je vois un désintérêt assez fort des investisseurs aujourd'hui. D'ailleurs, tu le vois avec je vois qu'il y a des questions sur le capital risque. C'était une mode à un moment, l'ESG. Aujourd'hui, les boîtes ESG ont énormément de mal à se faire financer, ce que je trouve très dommage. Alors justement, question sur le capital risque, c'est la première question. Je te laisse la traduire, parce que je t'avoue que moi, là, pour le coup, Comment stand out dans les candidatures YC, comment sortir du lot dans les candidatures de Y Combinator, donc c'est un incubateur qu'on a fait aux États-Unis. Y Combinator, c'est l'ancien président de Y Combinator s'appelait Sam Altman. C'est plus un accélérateur qu'un incubateur. Non, c'est un incubateur. C'est un peu. Ouais. En gros, c'est un programme de 3 mois où on va t'apprendre à être ambitieux. Moi, c'est ce que j'en retiens. Et donc, tu as des boîtes comme Stripe, Airbnb, Coinbase, des réussites de dingue qui sont passées par là. Beaucoup de boîtes d'IA. C'est assez impressionnant. Et écoute, nous, on a été pris, je pense, parce que d'une part, on touche un sujet qui les intéressait, c'est-à-dire qu'on veut révolutionner un secteur qui est poussiéreux, d'une part, et il se trouve qu'on avait aussi des bons profils. Mon associé a monté une boîte qu'il a revendue à SAP. Moi, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Trainline, qui a été introduite en bourse, où j'avais un poste assez élevé. Donc, ça nous a donné une certaine crédibilité. Moi, je pense qu'il faut être. Alors, c'est un peu cliché, mais il faut être soi-même, il faut dire ce qu'on fait. Et voilà, nous, on a été pris. D'autres qui sont très bons n'ont pas été pris. J'ai l'impression que c'est quand même un peu la loterie. J'encourage quand même les gens à le faire. Pour moi, ça a été quelque chose de fondamental. Moi, j'ai toujours voulu faire une boîte à l'américaine en Europe. Mais tu vois, aujourd'hui... Et pourquoi tu l'as fait en Europe ? C'est la question que je me pose tous les jours. Et pour aller plus loin... Continue, tant que tu restes ici, continue à te la poser. Je vais rester ici pour Finari et je veux faire un champion européen. Mais aujourd'hui, si je devais recommencer à zéro, je ne monterai pas d'entreprise, surtout pas en France, mais pas non plus en Europe. Je suis assez pessimiste sur la capacité de l'Europe à rebondir. Et je suis hyper optimiste sur la capacité des États-Unis à encourager l'innovation. Si vous voulez vous mettre un petit shot de dopamine startup, je vous encourage quand même à aller à San Francisco et à y passer une semaine. C'est pas une ville qui est super belle, c'est pas une ville qui est super agréable. Par contre, c'est une ville qui est incroyable en termes d'innovation et c'est vraiment là que ça se passe en IA. Et c'est vraiment physiquement là. Donc c'est en train de revenir. Il y a même tous les gens, tous les VC, etc., ont un espèce de FOMO de San Francisco. Ils veulent revenir physiquement. Et donc je pense qu'actuellement, pour entreprendre et faire de l'IA, qui semble être quand même le sujet du moment, c'est le meilleur endroit. Et pourquoi tu restes quand même ici ? Parce que tu es encore jeune, tu pourrais relancer là. C'est parce qu'il y a déjà une grosse structure autour de toi et c'est compliqué de bouger tout ça. Parce qu'on a trouvé, je pense que ce que toutes les startups cherchent, c'est le product market fit, le PMF. Et une fois que tu l'as trouvé, c'est vrai que tu n'as pas envie de le lâcher, quoi. Et moi, j'aime ce que je fais, j'aime le marché français. J'ai envie de créer aussi un acteur français, leader ici, mais aussi leader dans d'autres pays. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'adore tous les acteurs étrangers qui viennent en France, mais moi aussi j'ai envie qu'on aille exporter nos solutions. Et la réalité, c'est qu'en finance, il y a très peu de boîtes B2C qui ont cartonné à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Donc j'ai envie de tenter. Et voilà, un entrepreneur, il se prend des coups, mais tu te relèves. Et c'est très difficile. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Et quand je vois ce que les gens me rendent en me remerciant parce que je les ai peut-être aidés dans leurs finances un jour. Ouais, pour l'instant, j'adore ça. Les étudiants, justement, tu vas leur... là, c'est une question très concrète. C'est marrant, je vais le dire à l'équipe parce qu'on y réfléchit à faire une offre pour les étudiants. Je pense que c'est le meilleur moment pour investir. Moi, j'aurais adoré... J'ai fait des études de finance. Je ne savais pas gérer mon argent jusqu'à très longtemps après.
Donc oui, on réfléchit à une offre pour les étudiants. Et les étudiants, même si vous avez 10 € à investir tous les mois, je pense que créer le réflexe de l'épargne, c'est indispensable. Et en fait, en France, on pense que c'est quand on va devenir riche qu'on va savoir gérer. Mais quand on devient riche, si on a cette chance... quelque part, on s'est déjà un petit peu géré. Souvent, en fait, on ne sait pas trop gérer, mais surtout, on a une pression énorme parce que si on doit placer 1 million d'euros, c'est pas la même chose que de placer 100 €. Donc, mieux vaut placer 100 €, puis 1 000 €, puis 10 000 €. Et puis, le jour où on cartonne, en fait, ça sera assez naturel finalement. Donc, les étudiants, évidemment, c'est les meilleurs investisseurs. Ils ont toute la vie devant eux. Et ils ont quelque chose que moi, j'ai beaucoup moins, c'est des années. Et en fait, si tu as 50 années devant toi d'investissement, je veux dire, c'est mathématique. Tu vas avoir un patrimoine qui se comptera en millions, même en investissant des tout petits montants. Et c'est très dur, même quand on est très riche et qu'on investit beaucoup. Quand on commence à investir à 50 ans, on ne rattrapera jamais quelqu'un qui a 20 ans, même si on investit 10 fois plus que lui. C'est mathématique. Alors, tu vas rester avec nous. On va bouleverser un petit peu le déroulé là. On était censé avoir une pause, avoir Sébastien Dornano de Yomani avec nous, puis ensuite on enchaînait avec Jean-François de K-Labs et puis le Startup Tremplin. Moi, ce que je vous propose, c'est il y avait une pause au milieu, tout ça. On va faire venir Sébastien avec nous sur scène. On va enchaîner. Ceux qui voudront aller en pause iront en pause. Et sinon, pour les autres, on va diffuser un film que Cyril... Voilà, Sébastien, bienvenue avec nous. Sébastien Dornano, président de Yomoni. On va continuer des discussions, Sébastien, et puis ensemble avec Mounir. Et il y a un moment, on déclarera que c'est la pause pour ceux qui veulent. Les autres pourront rester ici. Ceux qui n'étaient pas là hier, on a diffusé un film qui dure 12 minutes. C'est un film entièrement réalisé en IA avec Cyril de Polaria, Cyril de Cardozo, parce qu'on finira par croire qu'il s'appelle Polaria. Cyril de Cardozo de Polaria, qui a fait faire un film en une demi-journée, il viendra peut-être en parler s'il est dans le coin, qui nous projette en 2125 sur notre des anthropologues qui regardent notre civilisation aujourd'hui. Donc c'est assez amusant. Ce qui est amusant, c'est voir comment l'IA a réfléchi tout ça, comment elle l'a filmé aussi. Elle a fait ça avec VO3, Eleven Labs, tous ces outils. Donc voilà, je vous propose, on va poursuivre cette discussion. Du coup, on ne fait pas de petit jingle voilà, pour Sébastien. On prend quelques questions. On continue à prendre vos questions. Ça te va, Mounir ? Ouais, parfait. Voilà, et on enchaînera avec Jean-François derrière, le Startup Tremplin. Et on va passer encore une fois une excellente après-midi. Et on continuera avec un peu de musique. Sébastien, Yomoni, le petit nouveau de l'épargne en ligne, l'IA générative qui a transformé un peu le monde et la fintech. Raconte-nous un peu l'histoire Yomoni. Puis je vous ferai interagir. Alors Yomoni, c'est un petit nouveau de 10 ans déjà maintenant. Ouais, oui, c'est vrai. Donc il commence à grandir. Mais par rapport aux grandes banques, voilà, c'est pour ça que je voulais donc dire. on a monté ça il y a 10 ans. Donc c'était un gérant d'épargne en ligne. Donc la vocation, il y a la partie outils dont parlait Mounir sur Finari. Nous, on a monté une société de gestion justement pour permettre aux gens de déléguer la gestion de leur épargne. Nous, notre conviction, c'est qu'il y a une partie des Français qui ont besoin d'un tiers de confiance pour prendre les décisions et gérer à leur place au quotidien et les accompagner dans cette gestion. Et donc c'est ça qu'on a monté. 10 ans après, on a à peu près 80 000 clients, on a 1,8 milliard sous gestion et on les accompagne dans à la fois les choix d'enveloppe fiscale, parce que c'est important, on les accompagne dans le choix de leurs investissements et on a surfé sur 2 grandes vagues qui étaient la digitalisation de l'épargne. C'est vrai qu'il y a 10 ans, pour ouvrir une assurance vie, on était les premiers à les faire totalement en ligne. Et puis sur la vague d'un produit que Mounir connaît par cœur, qui sont les ETF, la gestion indicielle, qui est bien sûr très connu aux États-Unis. Plus de 50% du patrimoine des particuliers américains est investi en ETF, mais finalement très peu connu parce que très peu distribué par les banques françaises et qui est pourtant un produit extrêmement diversifiant avec des frais extrêmement bas. Et donc, c'est souvent une très bonne solution pour démarrer, voire même avoir un cœur de portefeuille en ETF. C'est ça qu'on a proposé au départ en mandat. Et j'imagine que quand tu entends parler Mounir, voilà, quand on a préparé la réunion, je trouve un ADN qui se ressemble un peu parce que tu me disais justement, Sébastien, en fait, aujourd'hui, tous les Français devraient avoir, s'ils se sentent rassurés d'avoir une banque traditionnelle, ils devraient avoir une deuxième banque, quoi, quelque part, pour commencer à regarder ce que font les fintechs. En fait, on est tous sur un marché on était plusieurs à le dire, qui sont les tiers de confiance. Donc, les tiers de confiance, il faut avoir des tiers de confiance. La problématique du modèle français, c'est qu'on a une logique de banque universelle. La banque française, elle fait tout. Elle va jusqu'au téléphone, elle va jusqu'à la sécurité, mais elle vous fait le crédit, elle vous fait la banque du quotidien. Sur la banque du quotidien, la banque française, elle n'est pas très coûteuse par rapport à ses homologues étrangers. Elle a des tarifs qui sont tout à fait raisonnables. Par contre, il faut bien qu'elle équilibre son business model et elle a tendance sur l'épargne
à charger un peu la barque avec des tarifs qui sont pour le coup 2 à 3 fois plus élevés que ce que vous pouvez trouver dans un monde anglo-saxon ou dans un monde allemand. Et donc nous, notre conviction, plutôt que d'avoir un conseiller bancaire qui doit répondre à toutes les questions de tous les produits, nous on est convaincus qu'il faut garder sans doute une banque de quotidien traditionnelle ou en ligne, et à côté vous devez avoir un gérant d'épargne. Sur le modèle anglo-saxon, vous avez 2 partenaires, alors que ce soit une plateforme où vous réalisez vos investissements en direct tout seul, ou alors un gérant d'épargne comme Yomoni qui va vous accompagner et prendre les décisions avec vous. Et ça vous permet d'avoir le meilleur des 2 mondes. Et lorsque vous vous tournez sur des problématiques d'épargne, c'est d'avoir à la fois un conseiller qui est vraiment spécialisé sur le sujet. Donc nous, ils ne connaissent que ça, mais ils le connaissent très très bien. Et d'avoir une optimisation du coût versus le service, parce qu'on est dédié à ce sujet-là. Et un des sujets qui est clé, c'est qu'il y a bien sûr les outils, la transparence, comment on fait pour donner les moyens et le pouvoir aux épargnants. Mais il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu, et c'est toute la difficulté avec nos mondes très technologiques, c'est qu'il y a une dimension émotionnelle dans l'épargne qui est hyper importante. Ça veut dire qu'il y a cette notion d'appétence au risque, de stress, de est-ce que je suis légitime à prendre une décision de prise de risque avec mon épargne. Et ça, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'histoire de Yomoni qu'en fait, être 100% digital, uniquement technologique, il manquait une dimension qui était humaine, qui est que les gens ont quand même besoin d'être réassurés, d'avoir un échange avec un humain et de pouvoir présenter leur situation personnelle et leur stress pour que ça soit bien appréhendé. Et c'est pour ça que je pense que la réalité du bon modèle, c'est un modèle entre les deux. C'est-à-dire donner les outils pour, autonomiser le client, lui donner toute la transparence, mais lui permettre aussi d'être accompagné par un conseiller humain, parce qu'il y a cette intelligence émotionnelle qu'il faut garder. Et justement, si je fais le lien avec l'introduction de l'IA générative, c'est ça, il faut réussir à trouver un équilibre entre l'efficacité du modèle IA et puis la relation humaine. En fait, on est quand même dans des modèles où on fait très très attention aux frais, parce que c'est vrai que quand on commence à faire les intérêts composés, on se rend bien compte que sur des temps longs, qui sont les temps de l'épargne longue, les frais viennent impacter très très douloureusement la performance. Donc le but, c'est de les baisser au maximum. Si on veut être à la fois pérenne, rentable et avoir des frais bas, il faut optimiser tout ce qu'on peut optimiser en termes de processus. Là, l'IA va rentrer dans des logiques d'optimisation de processus. Vous savez qu'on est ultra réglementé, qu'on a des contrôles extrêmement nombreux à faire. Et ça, l'IA peut nous accompagner et nous aider beaucoup. De la même manière, un conseiller, on va optimiser son temps. On va faire en sorte que la demi-heure ou les 3/4 d'heure qu'il va consacrer en client, il soit extrêmement productif. Donc on va faire en sorte, et certains l'ont déjà dit avant nous, d'aller synthétiser l'ensemble des échanges, de donner un sentiment du client avant même le rendez-vous pour que le conseiller puisse aborder le client de la meilleure des façons. Donc ça fait gagner du temps et de l'efficacité. On ne va pas jusqu'au niveau du conseil, c'est-à-dire que nous, on a effectivement, pour le coup, on ne sait pas de l'IA, c'est de l'algorithme. Donc en fonction d'un certain nombre de réponses, on va vous recommander une enveloppe fiscale, on va vous recommander un niveau de risque. On ne passe pas en IA, et il y a aussi dans cette problématique, dans ce sujet IA et conseil financier, une problématique réglementaire. C'est qu'on doit à l'AMF et à l'ECPR la démonstration et le raisonnement qu'on a derrière le conseil. Si je mets de l'IA dedans, je vais avoir plus de mal à expliciter pourquoi exactement j'ai recommandé ceci ou cela. Donc pour l'instant, il accompagne les conseillers, mais on ne donne pas la main totale à l'IA pour faire du conseil financier. Aujourd'hui, ce type d'offre, Mounir, voilà, tu penses que c'est vers là qu'on doit aller vers ces modèles un peu, enfin avoir une banque traditionnelle, une banque en ligne. Enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais enfin, comment tu vois ce dont vient de parler Sébastien? Ça me parle forcément. Moi, je pense qu'il faut donner les outils aux investisseurs pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Et donc, le bon outil, c'est l'éducation. Une fois que l'investisseur est éduqué, quelque part, il ne peut plus se faire avoir par les modèles qui sont mis en place par les banques traditionnelles. Et donc, c'est là qu'il va pouvoir vraiment prendre le pouvoir. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est ça le capitalisme. Chacun devra présenter la meilleure offre. Et celle qui saura le plus séduire le client sera celle qui gagnera. Ma conviction intime et profonde, c'est que l'IA, c'est la 4e révolution industrielle qui va être probablement plus grosse que les 3 précédentes réunies. Et donc, que le conseil sera 100% automatisé, 100% généré par IA d'ici très peu de temps en réalité. Comment tu vas le gérer justement ça? Parce que ce côté IA automatique, mais ce côté quand même, tu le disais, tu incarnes aussi, bien sûr, ouais. toi, voilà, les gens vont vers Finari parce qu'ils te font confiance à toi. Alors bien sûr, l'IA, tu vas la contrôler, tu ne vas pas la laisser toute seule déborder, mais comment tu vas réussir à gérer cet équilibre? Moi, j'ai incarné Finari parce qu'il fallait démarrer. Il fallait lancer la machine, tu vois, il fallait faire décoller l'avion. Aujourd'hui, l'avion a décollé. Maintenant, pour créer une marque légendaire, tu vois, Apple est légendaire. Ouais. Steve Jobs, évidemment, est intimement associé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas
qui est Steve Jobs, qui sont très contents d'acheter les produits. Donc quelque part, tu vois, ça a été un moyen, mais c'est pas la finalité. Moi, je vais m'effacer derrière la marque. Je veux que Finari soit la marque qui inspire confiance. Maintenant, à notre charge de créer le produit et l'expérience client qui amène ça. Mais ça va être fabuleux. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour faire du conseil automatisé? Et en fait, c'est vraiment, tout le monde va avoir un banquier privé dans sa poche. Hein. C'est ça l'opportunité. Il faut 2 choses. Il faut des modèles fondationnels, ce que font OpenAI, etc. Donc ça, c'est une guerre que personne ne gagnera en France, probablement. Le train est déjà parti et ces gens-là le font très bien. Et en plus, le coût baisse tous les jours. Et ensuite, il faut de la donnée. Mais il se trouve que le modèle de Finari repose sur ça. Nous, notre modèle, c'est d'agréger de la donnée pour l'interpréter et la rendre intelligente. Et tu vois, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai créé Finari avec mon associé Julien, on s'est toujours dit, on voit très bien comment faire tout le cheminement, mais on ne voit pas honnêtement comment on arrivera à automatiser le conseil. Mais parce qu'en fait, il y avait du machine learning à l'époque, mais il n'y avait pas l'IA générative. Bah, aujourd'hui, on voit très bien comment le faire. Est-ce qu'on y est? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des enjeux réglementaires? Complètement, ça va être assez rugueux à résoudre, mais il faut aussi se rendre compte, et que le régulateur se rende compte que la régulation, il faut qu'elle change pour s'adapter à la réalité. Elle a été écrite pour un monde où en fait on allait dans une agence parler à quelqu'un qui remplissait un formulaire. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On a fait après je te passerai la parole, Sébastien, on a fait un petit test qui était assez intéressant. On a donné des conseils à 2 populations d'utilisateurs. Et à une population, on leur a dit que c'était de l'IA, à l'autre population, on leur a dit que c'était un conseiller humain. Et à la fin, on leur a demandé quelle était leur perception du conseil. C'était exactement le même conseil. Et bien, en fait, l'échantillon qui a été conseillé qui croyait être conseillé par de l'IA avait plus confiance parce qu'il se disait c'est une machine, la machine a un savoir absolu, et donc quelque part, je lui fais plus confiance qu'à un humain. Alors, est-ce que ça va les pousser à agir? Est-ce qu'il y a la composante émotionnelle qui va reprendre le dessus? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Ça dépend vraiment. On a une population qui est très spécifique, moins de 40 ans, etc. Mais en tout cas, je vois déjà que c'est en train de changer les usages. Tout le monde ici dans sa poche a ChatGPT. C'est devenu un compagnon du quotidien. C'est pas très difficile de voir comment ça va prendre le dessus. Après, ce qu'il peut y avoir, c'est ce côté empathie qu'on a peut-être un peu moins. Non, en fait, moi, je fais un tout petit pas de côté. C'est que pour donner le pouvoir, effectivement, à l'épargnant, c'est très bien, et de pouvoir lui donner des systèmes automatisés de recommandation, c'est très bien, mais il y a une version absolue théorique du conseil, et on se rend compte parfois qu'on va recommander à certains de prendre du risque, parce qu'effectivement, on a du temps devant soi, et pour autant, il y a une appétence au risque qui est très limitée, il y a un stress, une angoisse, qui fait qu'on fait prendre du risque parfois à certains, et ils n'endorment pas. On sait tous que c'est la bonne solution, qu'il a 10 ans devant lui, mais il va avoir du mal à gérer émotionnellement les baisses de marché, les hausses, etc. Et là, il faut revenir un petit peu en arrière. À la fin, l'IA sera capable d'avoir un sentiment et réussir à mesurer cette appétence au risque. Mais aujourd'hui, c'est une dimension qui est excessivement importante. Donc il y a la théorie financière qu'on peut largement, facilement embarquer en conseil. Et après, il va falloir la personnaliser au maximum pour faire en sorte que, quand on a des années comme celle de 2022, qui n'était pas la plus facile, eh ben, on a des gens qui le vivent bien et qui assument et qui arrivent à se projeter suffisamment loin. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais c'est justement ça. Hein. Qu'est-ce qui répond aux personnes méfiantes vis-à-vis de la finance, phénomène assez typique en français? Mais ça rejoint le sujet. Et le test IA conseiller, il est très bon. Pourquoi les gens ont plus confiance dans l'IA? Parce qu'ils ont l'impression que le conseiller est biaisé. Ils ont l'habitude d'un conseiller biaisé. Aujourd'hui, la banque, elle vend des produits distributeurs. Vous êtes dans une banque, vous avez les produits d'investissement de la banque. Vous êtes rarement en architecture ouverte. Donc forcément, vous avez plus l'impression d'avoir un vendeur qu'un conseiller. Et donc c'est pour ça que le conseiller a une image, en tout cas une connotation qui fait que je préfère avoir une IA qui est totalement neutre dans sa recommandation, totalement indépendante, théoriquement, pour être assuré. Et ça rejoint ce que disait un patron d'un grand groupe mutualiste qui disait que la relation avec le banquier en France, elle était asymétrique. C'est qu'effectivement, on a une relation à son banquier en France qui est asymétrique. On a toujours l'impression de dépendre de son banquier, qu'il faut être sympa avec son banquier, parce qu'on va avoir besoin d'un crédit, etc., etc. Et donc, on va accepter de signer un certain nombre de choses. On ne peut pas négocier, on a toujours l'impression qu'on peut... alors qu'on peut même aller... c'est toujours le conseiller qui va négocier contre sa banque, pour vous, c'est ça qui est magnifique. Et donc, le sujet, en donnant les bons outils, les bonnes informations, c'est qu'on rééquilibre la relation. Et ayons quand même en tête que le domaine de l'investissement et des finances personnelles, c'est un des rares endroits où vous n'avez pas de comparateur. C'est pour ça qu'aussi ça s'est pas disrupté. L'opacité, la complexité des produits, fait d'ailleurs à escient, empêche facilement un épargnant de pouvoir comparer plusieurs produits. Et donc ça rend forcément la discussion avec le banquier, qui est censé être expert, beaucoup plus compliquée, parce que j'ai du mal à comparer ce qu'il me propose à ce que je peux avoir à côté. Des outils comme les nôtres permettent d'élargir le spectre et de donner déjà des billes pour se rendre plus fort. Mais j'aime bien moi, l'histoire, ce que disait
Mounir, autour de l'éducation financière aussi. C'est ça aussi, quand on voit qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes méfiant de la finance, c'est qu'ils regardent la finance aussi d'un autre œil, qu'on en parle aussi d'un autre œil. C'est notre souci quand même aujourd'hui. Ouais, il faut qu'on change ce rapport, et je pense que le plus dur, c'est de se lancer, c'est de faire le premier pas. Et moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à investir, c'est que je me suis senti très seul, parce que j'en parlais à mes parents, et mes parents me disaient « mais non, c'est le banquier qui gère ». J'en parlais à mes amis, ça ne les intéressait pas. Et donc, quelque part, je me disais vers qui je me tourne, et je me suis tourné vers les forums, et en gros, j'ai appris sur des forums. C'est pour ça qu'on a créé aussi un forum sur Finari. Mais donc, cette solitude-là, en fait, on peut la briser avec... maintenant YouTube, avec des événements. Et donc, une fois qu'on s'est lancé, en fait, on voit que c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on ne pensait. Et donc là, moi, je suis hyper optimiste. Je pense qu'on va avoir un âge d'or de l'investissement en France, parce que, d'une part, on n'a pas le choix. Ceux qui n'investissent pas aujourd'hui et qui ont moins de, on va dire, 40 ans n'auront pas de retraite. C'est juste un fait, c'est mathématique. Donc, s'ils ne prennent pas en main leur épargne, eh bien, ils ne seront pas... parce qu'on dit souvent on cotise pour notre retraite, mais c'est faux en fait. On cotise, on paye pour la retraite des gens qui sont déjà à la retraite. On ne cotise pour rien du tout. Donc on jette l'argent par la fenêtre pour la donner à quelqu'un qui l'a bien mérité, mais nous, le système ne sera pas là pour nous. Donc il y a cette pression-là. Et puis d'autre part, il y a la simplification de l'accès. Yomoney a ouvert une brèche il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je veux dire, on va sur Internet, c'est fini le temps où le banquier pouvait nous raconter une histoire et on disait ouais, ça a quand même l'air sérieux. On en parlait tout à l'heure, le dernier rempart des banques, c'est le crédit immobilier. Parce que tu l'as dit, on se dit il faut être sympa avec lui, parce que le jour où je vais acheter ma résidence principale, ça va être hyper important. Déjà, il y a moins en moins de Français qui achètent leur résidence principale parce qu'ils ne peuvent pas, déjà, c'est trop cher. Et ensuite, ils voient aussi que ça va à l'encontre de tous les principes de diversification. Tu mets 98% de ton patrimoine dans un bien immobilier. C'est quand même pas terrible en termes de risque, de gestion de risque. En plus, c'est le projet d'une vie en général. C'est le projet d'une vie. On dit souvent que c'est un bien de jouissance plutôt qu'un investissement. La réalité, c'est que quand on fait de la gestion privée, tu sors la résidence principale du patrimoine. Ce n'est pas en fait un investissement. On ne le regarde même pas parce que tu ne vas pas vendre ta résidence principale pour acheter des ETF. Tu as envie d'y vivre et c'est ton droit et c'est très bien. Le jour où le rempart de l'accès au crédit immobilier saute, et donc le jour où un Yomoney, un Finari, un Revolut peut faire du crédit immobilier, c'est le jour où c'est la fin du système bancaire retail comme on le connaît. J'ai hâte d'y être. Et juste simplement sur l'éducation financière, je mettrais juste un petit bémol, c'est que effectivement l'éducation financière est assez faible, mais aussi parce que les Français se sont spécialisés sur un sujet, c'est la fiscalité. Et donc a raison aussi. Il a raison bien sûr, mais a raison. Mais donc c'est on est très fort côté donc de ça. Là on a plutôt des fiscalistes. Les Français sont plutôt des fiscalistes, passent un temps fou à essayer de décortiquer pour payer moins d'impôts. Mais c'est vrai que derrière toute la mécanique des marchés financiers, des sujets, pour le coup, ils ont moins de temps et moins d'appétence pour le faire. Et donc c'est ça qu'il faut renverser effectivement en leur donnant accès à cette information plutôt qu'à faire des choix par la fiscalité qui sont parfois pas des bons choix. Il faut faire tu as raison de le souligner, la fiscalité est beaucoup trop compliquée. Tu disais tout à l'heure, on pense devoir rendre des comptes à son banquier. Je pense que tous les gens dans cette salle, lorsqu'ils valident leur déclaration d'impôt, se disent je ne sais pas si c'est juste, et donc on se sent un peu comme un criminel. Alors qu'on a dans 99,9% des cas rien fait. Et la plupart des gens ne veulent pas frauder en fait. Et même si on ne veut pas frauder, c'est extrêmement difficile quand on a des cas un peu spécifiques de ne pas tomber dans les mauvaises cases. Donc la simplification du système et la baisse des impôts, je vois qu'il y a une question sur le PEA, oui, c'est essentiel. Est-ce que le projet de loi sur le PEA est déposé en juin dernier, peut-être une initiative pour encourager les Français? Ouais, c'est un projet de loi, il faut quand même le remettre dans le contexte. Donc moi, je découvre ce projet de loi, je le lis, et sur la page 2, il y a une citation de Warren Buffett qui dit en gros que voilà, les Américains sont devenus riches parce qu'ils ont investi en bourse. Donc oui, c'est une proposition intéressante. Maintenant, je suis quand même assez pessimiste sur sa capacité à aller être adoptée, d'une part par le groupe qui le porte, qui est l'UDR, mais aussi d'autre part parce que, quelque part, ça va être vu comme quelque chose qui est fondamentalement, je pense, problématique dans la politique, c'est que ça va être vu comme un cadeau aux riches. Mais c'est faux, en fait, c'est faux. C'est pas un cadeau riche. Les riches n'investissent pas pour devenir riches, ils investissent pour le rester. Tous les autres doivent investir pour le devenir. Et donc, en fait, toutes les lois qui permettent de casser les barrières qui empêchent l'accès, eh ben, elles sont bonnes à prendre. Le PEA, aujourd'hui, il y a le PEA jeune, le PEA classique, le PEA PME qui est un flop absolu. C'est beaucoup trop compliqué, il y a des plafonds, des trucs qu'on ne peut pas faire. Bah, avec ça, en fait, tu crées une enveloppe, tu supprimes le compte titre et tu dis, voilà, maintenant, c'est l'investissement, c'est le PEA, c'est illimité et vous avez un avantage fiscal certain. Bah, je pense que ça rend le sujet lisible et ça fait sauter un verrou psychologique qui est que quand c'est complexe, on n'a pas envie d'y aller.
Ce qui est quand même la situation dans les autres pays, en fait. Hein. La plupart des autres pays fonctionnent avec un compte titre très simple, et donc ça permet... L'Allemagne, par exemple. Voilà, l'Allemagne, par exemple, et donc les processus sont très simples. Le PEA, c'était intéressant, mais effectivement, c'était une hausse du plafond, et quand on sait qu'en fait, il y a à peine 2-3% des Français qui dépassent les 150 000 euros du plafond, ça va être naturellement et plutôt considéré comme un cadeau. Ce qui est hyper intéressant, sur les 6 000 milliards d'épargne, hein, des Français, un peu plus même, vous avez la locomotive de l'épargne long terme, c'est l'assurance vie, et aujourd'hui, ce produit, il n'est pas transférable. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez signé avec une assurance, vous restez avec l'assurance ou alors vous la fermez. La logique de pouvoir transférer au bout d'un certain temps, c'est-à-dire mettons au bout de 8 ans ou 10 ans son assurance vie vers quelqu'un d'autre, je pense que ça permettrait d'accélérer un petit peu. Bien, messieurs, merci. Alors, on demande un code de parrainage. Hein, voilà, vous pourrez retrouver une crêpe avec Sébastien, une crêpe avec Mounir dans un instant. Merci infiniment. J'aime beaucoup. Alors, on peut vous applaudir. Et